Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Revue et Corrigé, l'émission du traitement de la presse française et internationale de Méridien Zéro. Toujours avec le camarade Julien. Julien, bonsoir. Bonsoir. Nous allons, pour cette nouvelle mouture, nous attarder sur un certain nombre de sujets et il n'en manque pas. Je crois que depuis quelques mois, de toute façon, on est plus que servi en termes de traitement médiatique, en termes de presse, de couverture ou de non-couverture des événements qui s'enchaînent les uns aux autres. Alors, on peut commencer par le local, on peut commencer par le national, par l'international. On a tellement de choses en ce moment à traiter qu'on est, je dirais, presque trop occupé, à la limite. Hein, pour une émission d'une heure et demie, c'est presque trop. On a été obligé de trier un peu. Hein, oui, on va... Oui. Et on va tenter d'analyser tout ça en prenant comme premier sujet quelque chose qui est pratiquement passé sous la ligne de flottaison en raison d'autres événements, on va le dire, et peut-être même sciemment de la part de la presse, à savoir le double meurtre de Élise et Julien à Rouen, double meurtre crapuleux, absolument abominable, qui est l'œuvre d'un SDF clandestin, récidiviste et libéré trop tôt. Hein. Oui, c'est... Quand on avait enregistré l'émission précédente, ça ne s'était pas produit. Ça s'est produit quelques jours plus tard. Oui, dans la nuit du 20 au 21 décembre. Deux jeunes personnes, Élise et Julien, deux jeunes Rouennais, sortaient de boîte et font, comme ils disent dans les journaux régionaux, voire nationaux, mais pas beaucoup, ils font une mauvaise rencontre. Ils ont effectivement croisé une chance pour la France qui s'appelle alors Jean-Claude Nsegumupsa. C'est d'Auvergnat, non? Il est d'origine ou islandaise ou auvergnate, on se part en conjecture. Un viking. C'est un viking. Et c'est un drame, bien sûr, massacre, viol, enfin bon. Bien évidemment, c'est ça qui est le plus choquant. Mais ce qui est aussi choquant, c'est le traitement par la presse locale et le peu de national qu'il y a eu, de faire porter en gros la responsabilité de la présence sur notre sol de ce gentil garçon à l'ambassade. L'ambassade, d'ailleurs, on ne sait pas quoi, parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre si ce jeune homme était ou ougandais ou rwandais. Et en fait, la réponse de la défunte Madame Taubira, puisque au moment où on parle, elle a eu la courtoisie de quitter ce poste qu'elle ne méritait pas. C'est pas mieux derrière, d'ailleurs. Oui, et en plus, on récupère oui, tout à fait. C'est un autre sujet, mais... Oui, c'est un autre sujet, mais effectivement, je pense qu'on n'a pas forcément gagné au change. Ça, on en reparlera sur Monsieur Revoise, qui a beau être breton. J'ai quelques réserves à son égard. Donc, je reviens à mon sujet. Donc, c'était donc la faute, en gros, du consulat ou de l'ambassade, ou de l'Ouganda, ou du Rwanda. On n'en sait finalement pas grand-chose. Ce qui est quand même assez scandaleux, puisque ce monsieur avait été condamné pour viol d'une jeune Rouennaise de 40 ans au cours de l'été 2009, et qu'il avait été condamné à 8 ans de prison. Je ne vous fais pas l'insulte. Le calcul, hein. Oui, 9 et 8, ça fait 17. En théorie, cette personne n'aurait pas dû être sortie. D'autant plus que dans le cadre de ce premier viol, reconnu, acté par la justice, il avait dit que ce n'était pas lui qui avait violé, mais c'était le démon. Donc, le démon l'a dit tant. Voilà, c'est exactement ça. C'est très pratique, ce maraboutage permanent, d'ailleurs. Hein. C'est assez hallucinant. Et de voir que la presse locale, immédiatement, et Le Parisien, puisque Le Parisien est le seul journal à avoir récupéré l'information dans les jours suivants, ont donné cette doctrine en disant, en gros, c'est la faute de l'ambassade de l'Ouganda ou du Rwanda, mais je suis halluciné, quoi. Alors que le mec, il aurait dû être en tôle. Et si double peine devait se faire, c'était évidemment son expulsion immédiate. Je crois que voilà. Donc je voulais rendre hommage à Élise et Julien. Voilà. Et puis il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'en fait on a déjà l'aberration de sa sortie anticipée, première chose,
mais ensuite la création de sa situation de SDF finalement. Oui, tout à ne fait. sachant pas quoi faire, on l'a fichu dans un foyer. Oui, On l'a mis dehors. En fait, la justice s'en est débarrassée littéralement. Et l'a largué dans les rues de Rouen. Et l'a largué dans les rues de Rouen, avec son appétit, à mon avis, bien aiguisé par quelques années de tôle. Il a largué, le laissant grenouiller d'ailleurs de structure en structure. On ne savait pas très bien où il était. Hein, ils ont mis du temps à la récupérer. Ils ne savaient pas dans quel foyer exactement il était. Aucun suivi, aucun pointage, rien du tout. Alors que, évidemment, on sait que quand, dans notre camp, certains de nos camarades ont des soucis avec la justice, c'est pointage quotidien. Là, on est sourcilleux. Ouais. Pour ce brave homme, aucun souci. Aucune non. problématique. D'ailleurs, il n'a même pas été arrêté initialement pour ces faits-là. Il a été arrêté pour défaut de papier d'identité. Tout à fait, tout à fait. Il n'a pas été arrêté pour ça. Bon, bien sûr, après les flics ont fait leur boulot et ont trouvé l'ADN qu'il fallait. Mais non, il n'a pas été arrêté pour ça. Il a été arrêté pour manque de papier. Oui, c'est ça. Hein. D'ailleurs, arrestation pendant laquelle il avait déclaré que ce serait bien qu'on le renvoie chez lui parce qu'il avait charge de famille. C'est assez extraordinaire. Il fallait qu'il rentre chez lui. On ne savait toujours pas où d'ailleurs, mais lui non plus sans doute. C'est ahurissant. Enfin voilà. Donc, et surtout, comme tu l'indiquais il y a quelques minutes, en dehors du Parisien, silence de classe. Oui, ça a été le silence radio et ça m'amène quasiment mécaniquement au sujet qu'on voulait évoquer toi et moi ensuite, voilà. qui remonte d'un viol à des viols, hein, d'un viol et d'un meurtre à des centaines et des milliers de viols en Europe. Hein. Donc ça c'est je voulais évidemment parler de cette affaire dite de Cologne, mais en fait, ce qui m'a impressionné dans le traitement par la presse française, c'est évidemment comme tout le monde, le retard terrible à l'allumage. C'est-à-dire que plusieurs jours. Ça a été plusieurs jours. C'est-à-dire que le premier article qui sort sur le sujet, c'est le jeudi, suivant donc le réveillon du jour de l'an. C'est sur libération.fr. Oui, il faut être tout à fait honnête. Oui, ce sont les premiers, effectivement. Et ensuite, le lendemain matin, un tiers de haute page dans le Figaro. Avec une brève sur France Info. Il faut quand même le signaler. Eux aussi, après, le lendemain, on commençait par toute petite touche à évoquer, avec beaucoup de précautions, hein, de langage, des faits qui se seraient passés à Cologne, etc. Voilà. Bon. Et progressivement, ce qui est impressionnant, c'est que sous la pression aussi, il faut le reconnaître, même si moi je ne le lis pas tous les jours, loin de là, sous la pression, je pense, de Français de souche qui, à ce moment-là, commence à parler d'autre chose que de Cologne. Oui. Il commence à parler de Bielefeld, il commence à parler de Stuttgart, il commence à parler de Cologne, plus en détail que ce qui était fait. On commence à avoir des fautes. On a plein de villes, et puis on apprend 48 heures après que la Suède a subi le même traitement, que les Finlandais ont subi un traitement égal, etc. Ouais. Et on s'aperçoit qu'il y en a partout, en Hollande. Et que la police suédoise a été obligée de se taire non seulement sur les viols de 2015, mais aussi évidemment sur les viols de 2014. Et ça, c'est quand même totalement hallucinant. La presse française a été à un retard à l'allumage qui fait que après, à contrario, il y a eu un déversement assez étonnant dans Marianne, dans Le Monde, de rattrapage, comme si à un moment ils se sont dit bon, quand même, on peut pas passer là-dessus, quoi. Et puis évidemment, l'étonnement général, c'est le silence total de nos amis féministes, les chiennes de garde et compagnie, qui sont d'un mutisme total. Parce que d'habitude, la presse les convoque pour la moindre problématique d'entreprise, de différentiel de salaire, de non-représentativité des femmes à tel et tel endroit. Là, que dalle. Oui, là, la parité n'a pas été vraiment mise en lumière. On n'a pas de grands témoins dans la presse. On n'a pas de grands témoins qui disent, on va dire, pour rester courtois, que Mme Badinter, Elisabeth Badinter, a quand même dit quelques mots. Voilà. Oui, voilà. Pour être tout à fait juste. À mettre d'ailleurs en balance avec ceux de Cazeneuve, qui plusieurs jours après, alors que les faits sont avérés et qu'on est déjà à plusieurs centaines de plaintes, dit on ne sait pas ce qui s'est passé. Attendez de voir le traitement et de raconter n'importe quoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. On avait quand même l'impression, là aussi assez décalé, que le premier flic de France était probablement le seul à ne pas avoir les informations que F. de Souche avait sorti une semaine avant. Tout à fait. Et ce qui me faisait sourire, jaune évidemment, ce matin, c'est en lisant Libération, disant que plus d'1 millier de femmes avaient été violées en Allemagne.
pourquoi ne le disent-ils que maintenant? Alors, dans un encart paumé, on va en reparler de Libération, mais dans un encart paumé dans le journal, quoi. Voilà. On est sur. Est-ce qu'on est sur une stratégie de graduation qui permet de dissoudre l'événement dans d'autres? On peut être, sans être complotiste et délirant, on peut quand même penser que ce traitement par petites strates, par petits paquets, avait tout l'aspect d'un dégonflage, en fait, de l'information. Oui, voilà. Je crois que c'est ça, c'est une stratégie de dégonflage. Je crois qu'ils étaient prévenus très vite, ils ne savaient pas comment réagir et faire réagir la presse. Et progressivement, ils ont été obligés sous la pression populaire, parce qu'à un moment... la pression populaire était telle qu'il était impossible de masquer les événements. C'est ça qui est intéressant, c'est que d'ailleurs dans les tout premiers jours, dans les 48 heures, la police allemande a même été vilipendée par les autorités allemandes parce qu'elle avait osé dire que peut-être il y avait des immigrés fraîchement arrivés dans les gens arrêtés. D'ailleurs, sur 32 personnes arrêtées, 31 sont issues des vagues récentes d'immigration qu'on appelle improprement les migrants, d'ailleurs. Cette espèce de cache-sexe, ils ne sont pas migrants, ce sont des vagues d'invasion migratoire. Et 31 des 32, le 32e étant un Algérien installé depuis 3 ans en Allemagne. Donc voilà, on était quand même sur un ratio, ce qui est d'ailleurs étonnant. D'ailleurs, il y avait des centaines de gens qui se sont livrés à des viols ou à des attouchements, mais on n'en a attrapé que 32. On peut d'ailleurs se poser la question, là aussi, de la différence lourde entre... la célérité de la police allemande à traiter les manifestations de Pegida ou de Alternative für Deutschland et ce type d'événement. Bref, tout à fait. Là, on est quand même sur du viol coordonné, on est quand même sur des razzias sexuelles et religieuses, parce que les femmes ont parlé aussi d'insultes sur leur comportement, sur leur tenue vestimentaire, qui s'accompagnait de vols et de violences sexuelles. On est quand même sur une importation directe de coutumes, avec 32 guillemets de chaque côté. Là aussi, pas beaucoup de décryptage de la part de la presse. On n'a pas été chercher. Oui, alors, et en plus, pas d'interrogation. On s'en souvient quand même qu'il y avait des journalistes, une journaliste américaine, notamment en Égypte, qui avait subi ce traitement, qui avait été violée en pleine rue, etc. Ça avait fait les choux gras de la presse à un moment, et personne n'a rappelé ces faits-là. Pratiquement personne. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'étais halluciné par la déclaration du maire de Fribourg. Le maire de Fribourg est un gruneux, on va dire ça comme ça. Donc pas forcément exactement de notre camp. Et en faisant, si les auditeurs se souviennent, sur l'intégration de ces migrants, Angela Merkel avait une phrase qui était « Nous y arriverons ». Et ce maire Grünen dit « Je veux une politique de la police dure », et il finit en disant « Sinon, nous n'y arriverons pas ». Et même des mecs qui sont quand même à la gauche de la gauche, qui ont plaidé pour cette migration, commencent à se rendre compte que là, ça commence à bien faire, quoi. Enfin bon. Ce qui n'enlève rien à leur criminel comportement. Oui, tout à fait. Mais je disais ça parce que ça m'a halluciné ce matin quand j'ai lu ça dans Libération. Alors justement, Libération, on peut en parler justement. D'une évolution sensible on va dire, de la forme, même plus que de la forme, de l'identité des quotidiens en France. Oui, tout à fait. Et notamment du cas Libération, qui est intéressant. Le cas Libération est emblématique parce que en fait, tout vient de la doctrine de la presse écrite en France, qui était de faire de la brève. C'est-à-dire, on multiplie des séquences d'informations courtes. Or, ce que fait Libération depuis sa nouvelle formule au début du mois de mi-septembre, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont passés sur un schéma où, aujourd'hui, ils font un traitement assez simple de l'actualité. Ils ont un sujet principal. Par exemple, ce matin, le sujet, c'est l'Iran. Bon, voilà. Et les mollahs, ça fait 4 pages. Ensuite, ils passent à 4 autres pages, on va dire, qu'ils appellent, eux, expresso, c'est-à-dire des brèves, effectivement, là, pour le coup. Et après, ils font des séries de 2 pages sur un sujet. Ça veut dire qu'en gros, Libération ne traite plus, sur le fond, que 8 à 9 sujets par jour.
Et je mets de côté évidemment le portrait de dernière page qui est emblématique de Libération. Donc c'est un vrai changement éditorial et qui vient s'ajouter à une autre chose qui est importante et pas seulement à Libération, qui est le recours de plus en plus important de la presse écrite française aux participants, aux débatteurs, aux chroniqueurs. Il y avait, dans le numéro de Libération d'hier, il y avait par exemple 32 pages, bon voilà, normal, et sur les 32 pages, sur ce programme de primaire à gauche, qui les agite, il y avait 20 pages de contribution. C'est loin d'être neutre, ça veut dire que pendant ce temps-là, on ne paye pas des journalistes. Hein, on recrute des collaborateurs extérieurs qui sont trop contents d'avoir leur trombine ou leur papier dans ce journal, donc c'est leur choix, et du coup, ça permet de faire évacuer le fait que pendant ce temps-là, on a viré 35, 40, 50 journalistes et on fait de la pagination. Et on retrouve ce même schéma dans les pages idées ou débats, suivant comment on les appelle, du Figaro et du Monde. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication de contributions extérieures et du coup un retrait des journalistes professionnels du titre. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important aussi, pour une raison qu'on évoquait avant cette émission, c'est que du coup, puisque la presse quotidienne fait ça, qu'est-ce que va faire la presse hebdomadaire ? Oui, parce que là, ce schéma qu'on décrit, d'espèce d'agenda médiatique choisi, hein, où on prend 8, 9, 10 sujets maximum, c'est l'hebdo. C'est l'hebdo. C'est la caricature. C'est le format de l'hebdo. C'est le format de l'hebdomadaire. Voilà. Donc du coup, l'hebdo, lui, il va faire quoi ? Il va faire du mensuel. Et le mensuel, il va faire quoi ? Enfin, on est en train de déporter complètement le système, puisque de toute façon, on sait bien que ce n'est plus le quotidien qui apporte l'information. Ça, je crois que tout le monde l'a quand même compris. Et du coup, il y a un déport total qui, à mon avis, ne va pas améliorer les ventes, même si de temps en temps, c'est vrai qu'il peut y avoir un plaisir de lecture. Je ne le conteste pas. Ou un intérêt de lecture, si ce n'est un plaisir. Plaisir, peut-être un petit peu. On joue sur une forme... Est-ce qu'on copie pas un peu la télévision dans ce qu'elle a de pire, d'ailleurs, hein, je pense aux émissions de Canal+, d'infotainment, où on est un peu comme ça, à surfer sur des sujets avec des gens qu'on invite en permanence et qui peuplent le journal. C'est-à-dire qu'on invite des prétendus experts. Ces fameux experts qui, par exemple, dans les Échos ou je prends la presse économique là pour changer un peu, dans le Figaro, il y a 2-3 ans, annonçait le peak oil. Le peak oil, c'était messieurs les Français, habituez-vous à un pétrole cher. C'était la doctrine. C'est-à-dire, le pétrole cher, ça veut dire entre 150 et 200 $ le baril. C'est pas si vieux, cette histoire. C'était 2013. Voilà, c'était 2013. 2013, Et aujourd'hui, il suffit d'aller sur n'importe quel site pour constater qu'aux alentours de 28-30 euros le baril, on est là. Donc, on est dans une culture de l'expertise qui laisse un peu pantois, mais je pense surtout aussi dans une culture économique des journaux qui ne peuvent plus vivre avec des journalistes, quoi qu'on en pense, hein, c'est pas le problème, mais qui ne peuvent plus vivre avec ce type de formatage journalistique qu'on connaissait jusqu'à présent. Voilà. Donc c'est assez étonnant. On en a une transcription qui va nous tomber sur le nez d'ici peu. C'est, pour revenir à ce que tu viens de dire, sur les chaînes d'information continue, c'est avec le lancement de la future chaîne du service public d'information continue, bien sûr, dont on a déjà parlé brièvement. Oui. Voilà. Et cette chaîne est dans ce schéma-là. C'est-à-dire que Delphine Ernotte, quand elle parle de ça, elle dit « Je ne veux pas faire du robinet d'information, je veux faire du contenu, machin bidule », enfin, comme ils savent manipuler les termes. Les termes, oui. Et on va se retrouver avec ça, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des experts qui vont faire de la diarrhée verbale, qui seront aussitôt démentis généralement par les faits, et mettre un terme à l'information même ponctuelle. Moi, je crois qu'il faut quand même rappeler que d'ailleurs ce fonctionnement est profondément importé. Il est étranger à la presse française dans sa structuration. On se souvient du tollé, enfin tu vas t'en souvenir quand je vais t'en rappeler, première guerre du Golfe, 1990, la 5e chaîne à l'époque avec Guillaume Durand
avait complètement innové en faisant venir tous ces experts, anciens généraux qui arrivaient. On avait des cartes d'état-major sur lesquelles on faisait bouger des petits chars et des petits avions. Hein. C'était très nouveau et tout le monde s'en était moqué en disant vous copiez les chaînes américaines, c'est plus de l'info, c'est de la flash info, il n'y a pas de traitement, vous subissez la loi du ministère de la Défense qui vous dit ce qu'il veut, tout et n'importe quoi, vous ne travaillez plus l'information. Bon ben, 25 ans plus tard, on est pleinement dedans et tout le monde a adopté ce schéma. On est complètement dedans. Dès qu'on ne sait pas trop quoi dire, on invite Ulysse Gosset, quoi. Enfin, pour caricaturer, quoi. Alors, je voulais parler d'un sujet un petit peu plus léger, parce que même si, à mon avis, il n'est pas si neutre que ça, pour changer de journal, parler de l'équipe. Ah oui, on change complètement. Ah oui, je voulais, pour alléger un peu, parce que on va pas non plus... On change complètement d'équipe à l'équipe, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Il y a des transformations substantielles à l'équipe, et ça n'est pas neutre d'ailleurs, hein, parce que l'équipe est lue beaucoup plus que comme un journal de sport. Hein. Oui, tout à fait. C'est aussi un baromètre de presse. Hein. C'est un baromètre de presse, et il est intéressant de voir son évolution actuelle, là, je dis vraiment actuelle. Le problème de l'équipe... l'équipe... comme vos auditeurs l'auront peut-être constaté, a changé de format. Donc au mois de septembre, pour devenir un demi-tabloïd, enfin un demi-format, format tabloïd. Et d'abord, ce qui m'a surpris dans cette décision, parce que le format était forcément désagréable dans le métro ou dans le train pour les voisins, parce que c'était un petit peu délicat de leur mettre... C'était un porte-avions, l'équipe, quand même. Voilà. Mais il faut reconnaître que ce grand format était l'identité de l'équipe. Complètement. Et quand ils ont fait un test, grandeur nature, puisqu'ils sont parus sur ce demi-format au mois de juin, pour voir la réaction des lecteurs, ils avaient fait un journal à 52 pages, bourré de pubs, avec des superbes articles consacrés à je ne sais plus quoi à l'époque, enfin des superbes articles. Et puis, le journal sort, donc demi-format, et mon sentiment, et je pense ne pas être le seul, c'est qu'il se banalise. Et il se banalise pour une autre raison qui est loin d'être négligeable, c'est que l'équipe fonctionne sur un schéma assez simple au niveau rédactionnel, qui est la moitié du journal est occupée par le championnat de France de football, et l'autre moitié par les autres sports, hormis évidemment circonstances exceptionnelles, comme les Jeux Olympiques au mois d'août prochain, ou le Tour de France tous les ans, etc. Le problème qu'a l'équipe aujourd'hui, c'est que sur le championnat de France de football, qui fait quand même l'essentiel de son lectorat quotidien en kiosque, et j'insiste toujours sur la question kiosque, c'est que le championnat de France de football professionnel, tout le monde s'en fout. Tout le monde sait qui a gagné avant même que la première journée ait commencé. Avec 30 points d'avance, là, ça va quand même être difficile. Donc, voilà, ils ont quand même... le Paris Saint-Germain, pour ne pas le citer, a quand même à lui seul la somme des points de l'Olympique lyonnais et de l'Olympique de Marseille. Donc, ils n'ont plus rien à dire. Et il y a eu des unes totalement hallucinantes au début du mois de janvier, où l'essentiel de l'actualité de la Pravda, puisque l'équipe c'est la Pravda du sport en France, s'était consacré à Zinedine Zidane, entraîneur du Real de Madrid. Alors que, le lecteur français moyen, il peut être peut-être intéressé par les soubresauts de carrière de Zinedine Zidane, mais enfin, c'est pas forcément le truc qu'il retiendra. D'autant plus que cumuler une victoire contre l'Atlético de Bilbao et contre Riron n'est pas exactement une performance sportive. Non. Et je crois que l'équipe a un vrai gros problème, et pas que l'équipe, d'ailleurs, toute l'économie qui tourne autour, y compris de Canal+, pour revenir à notre précédente émission, on peut en parler d'ailleurs, là, ils ont encore perdu des choses. Voilà, ils ont encore perdu des trucs, donc ça part dans tous les sens. On parle d'une fusion BeIN Sport Canal+, éventuelle. Et le problème de ce journal, c'est qu'il n'a plus rien à dire, il faut qu'il tienne la route jusqu'au mois de juillet, en attendant que le Tour de France des TP puisse commencer. C'est terrible.
on peut apprécier le rugby, on peut apprécier le handball, on peut apprécier le volleyball, mais à un moment, ce qui fait référence pour le lecteur moyen, c'est le feuilleton. C'est le feuilleton du foot. Et ils n'ont plus rien à dire. D'autant que pour le rugby, il y a Middle, qui lui fonctionne très bien sur son public captif. Midi Olympique fait voilà. Très très bien son travail. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être le seul, c'est marrant, le seul hebdomadaire, parce que c'est un hebdomadaire, Midi Olympique, qui tienne à peu près la route dans un sport autre que le football. Quoi. Ouais. Et donc là, il y a un vrai problème économique parce que là, ça me ramène à un sujet plus large, qui est que ce journal qui est la propriété d'Odile Amaury, et devient le navire amiral de l'économie du groupe, du nouveau groupe, puisqu'elle a vendu aujourd'hui Le Parisien à Bernard Arnault. Donc, elle se retrouve à la tête d'un groupe où il y a ASO avec le Tour de France, l'équipe qui ne sait plus trop quoi raconter sur le championnat de France de football, et un France Football qui est un hebdomadaire que moi j'apprécie, mais dont les ventes s'effondrent, il faut être honnête. Je ne sais pas si on le verra encore l'année prochaine. Donc je suis étonné parce que c'est aussi l'économie du sport footballiste, du premier sport français, quoi qu'on pense du football, qui part en vrille avec des droits de télévision hallucinants de 708 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, et qui font vivre quand même toute une économie. Voilà. Et j'attends de voir ce qui va se passer. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'on ne connaît pas les statistiques de vente actuelles de ce quotidien sportif, autrefois appelé Loto. Oui, ah oui. Donc c'est tenu secret sciemment, c'est... ça communique pas. Quand ça communique pas, généralement, c'est pas bon signe. C'est mauvais. C'est très souvent mauvais. Et d'ailleurs, on va dire que la communication étant éminemment marketing aujourd'hui sur la presse, la non-communication l'est aussi. C'est-à-dire oui, parce que on préfère pas laisser tomber. Oui, parce que quand tu as une vraie révolution de fond et là, en l'occurrence aussi de forme, comme ça, en gros, tu en tires toutes les conséquences, quoi. Donc, oui, et... Ah, pardon, juste petit souci technique, voilà, c'est fait. Justement, l'équipe est le seul généraliste. En quotidien. En quotidien. C'est le seul généraliste sportif. Oui. C'est une spécificité. Là aussi, c'est très, très français. Voilà ce que j'allais dire. Je voulais venir là-dessus. En Allemagne, la presse quotidienne fait un travail assez comparable. En Espagne, n'en parlons pas. Il y a AS et Marca. Toute la presse quotidienne anglaise a des rubriques de sport qui valent largement ce que fait l'équipe. Aujourd'hui, dans la presse quotidienne française, on va dire que seul peut-être le Parisien aujourd'hui en France a une vraie rubrique sportive digne de ce nom, même si moi personnellement je pense que c'est pas là qu'il y a les meilleurs journalistes. Bon, encore que la plume de Vincent Duluc est toujours agréable à lire. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a aussi cette problématique où l'équipe est seul quotidien et où tout le format sportif est hebdo souvent. Oui, tout le format sportif est hebdo, mais tu vois, quand on les cite, on a un peu de mal parce que t'as pas d'hebdo. Saillant, non, il n'y a pas. T'as pas d'hebdo saillant, à part Midi Olympique, mais qui est quand même très connoté pour moi, c'est quand même le rugby du Sud-Ouest. Hein. Donc, oui, mais enfin, ça se vend partout. Oui, voilà, on peut l'acheter à Paris. Enfin, on le trouve facilement, Middle. Ils se vendent partout. Moi, je dis ça, je suis rugbyman, donc je le trouve, mais. Mais tu n'as pas un sport quand même populaire en termes de licenciés, je ne parle pas du reste, comme le tennis, le hand, le basket. Alors le hand ou volley, n'en parlons même pas. Voilà. C'est le problème de la culture sportive française. Hein. Et ça, c'est un vrai problème. Elle ne s'habille pas de journaux, c'est très marrant. Comment ? Je dis, elle ne s'habille pas de journaux, la culture sportive française. Contrairement à ce qu'on peut voir aux États-Unis notamment, où on foisonne de magazines par sport. Ouais. Oui, ou alors des trucs hyper ciblés qui concernent... vélo, VTT... Ouais, voilà, VTT, running, puisqu'on dit ça maintenant. Ça. Oui, mais qui sont généralement des mensuels ou bimestriels
à durée de vie hasardeuse. On va dire ça comme ça. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs combien de titres naissent et meurent dans cette presse sportive à l'année. Il y a énormément de chutes. Hein. Ouais, on en avait parlé la dernière fois, mais on n'arrive pas à avoir les stats. Quoi. Ça va trop vite. Bon, voilà, c'était ma petite... pour sortir un petit peu de la politique. Oui, de temps en temps, ça fait pas mal. Voilà, sortir un petit peu du truc. Même si, à mon avis, ça reste très politique, parce que les 708 millions d'euros de Canal+, c'est un dossier politique. Oui. Alors, cette fusion Beansport Canal+, juste un petit mot, là, c'est juste un on-dit, un bruit de couloir pour l'instant ? C'est un bruit de couloir qui ne manque pas de base de crédibilité, puisque... il reste rien à Canal+. Voilà, c'est ça, tout simplement. Il lui reste le rugby, quoi, en partie. Il encore pas tout. Il lui reste le rugby. Parce que la Coupe d'Europe est partagée par Beansport. Donc, il perd les championnats divers et variés de football, ne retransmet pas grand-chose d'autre. C'est une possibilité que nos amis qataris mettent la main. C'est pas invraisemblable. C'est pas invraisemblable. Bon. C'est une rumeur. On observe le départ de journalistes sportifs emblématiques de la rédac de Canal+, d'ailleurs. Hein. Il y en a un qui est parti il n'y a pas longtemps. Là, oui, je ne sais plus son nom. Oui, tout à fait, il y a des démissions. Il y a effectivement des démissions. Et des départs pour d'autres cieux. Alors, justement, puisqu'on parlait de chiffres, on peut changer de sujet et trouver une transition utile dans les sondages. Oui, alors... sur lesquels on revient régulièrement dans cette émission. Je voulais en parler lors de la première émission, puis on avait d'autres sujets. Qui nous avaient été imposés par l'actualité. Qui nous avaient été imposés par l'actualité. Oui, parce que je rejoins complètement Nicolas Dupont-Aignan, qui, dans un communiqué qui est passé totalement inaperçu, puisqu'évidemment, ça n'intéresse personne, ou en tous les cas, ça peut causer des désagréments à beaucoup de monde, demandait une commission d'enquête ou parlementaire ou nationale, là, je n'ai pas su exactement, sur les sondages. Moi, j'avais été très marqué, peut-être comme toi, par un sondage paru. Je mets sondage, à chaque fois que je vais dire sondage, je vais les mettre entre guillemets, parce que j'ai beaucoup de mal à croire parfois la véracité des chiffres rapportés. Oui, oui. J'avais été très frappé au tout début du mois de novembre par un sondage, donc entre guillemets, qui était paru chez Atlantico, fait par l'officine qui s'appelle Odoxa. Ah, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Hein. Oui, tout à fait. On vient d'en entendre encore récemment parler. À l'époque, c'était juste avant les attentats du 13 novembre. Loin de moi le propos d'avoir cause et effet. Hein. Je ne suis absolument pas complotiste, ça se saurait. Mais à l'époque, Odoxa avait posé la question par Internet, hein, ce qui est la nouvelle mode maintenant, on pose la question par Internet. Est-ce que vous préférez, est-ce que vous voulez un régime autoritaire ? Oui, je me souviens très très bien de tout ça. Oui. Et donc 60%, 40% des Français avaient répondu, paraît-il, qu'ils étaient... D'ailleurs, le 40 me gêne parce que déjà c'était beaucoup trop rond pour moi comme chiffre. 40% des Français souhaitaient un régime autoritaire. Bon. Et l'autre question était... est-ce que vous souhaitez avoir un gouvernement d'experts ? Sous-entendu, est-ce que vous préférez un gouvernement d'experts qu'un gouvernement de connards, quoi. Ouais. Ce qui est quand même hallucinant comme question, quoi. Et 60% des Français voulaient à la fois des experts et un gouvernement autoritaire qui renierait sur la démocratie. Je ne porte pas de jugement sur la suite des événements, mais je suis assez étonné de ce type de sondage. Hier ou avant-hier dans le Figaro, il y avait un sondage, alors pas fait par Odoxa, mais par BVA. Mais il faut savoir que les gens d'Odoxa, c'est des anciens de BVA. Hein. Monsieur Gaël Slimane, c'était le patron des études de BVA. Et il demande, sous la commandite du Figaro, faut-il réformer le Code du travail ? Alors la question, c'est plus exactement, de ce que vous connaissez du Code du travail, est-il trop complexe ?
Alors, le français moyen, il dit oui, d'après ce qu'on me raconte, il est trop complexe. Donc 87% des Français qui n'ont jamais eu un code du travail dans les mains, d'ailleurs. C'est ce qu'on allait dire. Ça fait penser, tu sais à quoi ça me fait penser? À la constitution de Maastricht. Oui. Où on posait des questions aux gens sur un truc que personne n'avait lu, qui faisait 100 pages, petits caractères, dans le style européen insipide qu'on connaît. On était avec des gens qui donnaient leur opinion sur un texte que personne n'avait lu d'ailleurs. Et là, on est à peu près sur les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire que le code du travail, l'éplucher, ça demande presque une vocation, tellement c'est aride et complexe. Alors c'est vrai, il y a peut-être des simplifications à faire, mais partir de cette question-là pour appuyer une volonté de modification, c'est vraiment, on n'est plus dans le sondage. Non, on n'est plus dans le sondage, on est dans l'influence totale sur préparation d'opinion. Sur la préparation d'opinion, oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant quand même, parce qu'il y a plusieurs questions dans ce sondage, c'est que dès qu'on se rapproche, dès qu'on est dans les généralités, le français, entre guillemets, là, toujours, il est d'accord pour allez, il faut simplifier tout ça. Mais dès qu'on arrive dans le détail, c'est-à-dire, en gros, est-ce que vous seriez d'accord pour que les heures supplémentaires soient payées au même niveau que les heures classiques? Alors là, il n'y a plus personne, par contre. Non, là, ça touche pas là, ça tombe à 32% des interrogés. Enfin, là, on est dans la manipulation totale de l'opinion, quoi. C'est impressionnant. Alors, la question qui se pose, justement, Julien, elle est très simple, c'est qui les commandite réellement, ces sondages? Parce que quel est l'intérêt pour le Figaro de commander un sondage dans lequel, finalement, il va avoir des réponses bateaux et des non-réponses dès que les questions seront plus précises? Alors, on ne peut pas limiter ça au Figaro, on peut dire aussi quel est l'intérêt de plusieurs supports de presse de commander des sondages qui d'ailleurs se ressemblent et qui donnent à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire des résultats de oui, on voudrait que tout change parce que rien ne change et ce serait bien que ça change, mais on ne veut pas que ça change pour nous. On est quand même dans des répétitions fermées, comme ça, inintéressantes sur le plan informationnel. Il se trouve que dans une autre vie, j'ai travaillé avec des instituts de sondage. Et que pour des raisons, je ne citerai pas les titres concernés, mais il se trouve que dans un sondage qui n'était pas du tout de nature politique, mais était un sondage de nature commerciale, avec un de mes confrères, que nous avions commandité, nous avions sondé réellement, en quantitatif, pas en qualitatif, en quantitatif, un certain nombre de personnes. Et les réponses qui avaient été obtenues ne nous allaient pas du tout. D'accord. Et ça n'allait pas du tout dans ce qu'on voulait faire. Donc, on a dit simplement, vous recommencez le sondage, vous changez la question. Et là, on a eu les bonnes réponses qu'il nous fallait pour vendre notre soupe de l'époque. Donc, à un moment, je crois que Nicolas Dupont-Aignan a raison. Il va falloir quand même qu'à un moment ou l'autre... On parle de quoi? De déontologie Il va falloir voir ce qui se magouille là-dedans. C'est-à-dire que... moi, je veux bien que Mme Parizeau soit patronne de l'Ipsos, mais à un moment, il y a conflit d'intérêts. Évident, c'est évident. C'est quand même... Elle a gardé et je ne parle que d'elle, mais... Le patronat, même si elle n'aime pas Gattaz, il y a un comportement de classe. Hein. Voilà, un comportement de classe, tout simplement. Donc, à la limite, je préfère la question de bas de page gauche du Figaro. Ceux qui lisent le Figaro voient à quoi je fais allusion. Il y a l'opinion des lecteurs. Et il y a 40 000 personnes à peu près chaque jour qui répondent à une question du genre préférez-vous Nicolas Sarkozy à Jean-Luc Mélenchon? Donc alors, il y a 95% qui mais au moins c'est clair. Quoi. Ouais, alors justement, je voulais te poser cette question-là. On le voit d'ailleurs se répéter énormément sur Internet via les chaînes d'information, mais aussi les sites dits d'information sur Internet. Ces petites questions, ces sondages, il y en a énormément tous les jours. La question posée aux Français, la question du 19h30, la question du 20h, etc. etc. Est-ce que c'est un sondage? Est-ce que c'est une question d'opinion? Non. Alors, là, je suis beaucoup plus tolérant avec ça parce que là, c'est de la réponse volontaire. Elle ne se part pas des attributs dits scientifiques des sondages, car le sondage est
est une structure scientifique. Bien sûr. Voilà, les théories de sondage. Moi, je ne remets pas en cause le principe même du sondage. Je remets en cause la manipulation des sondages, ce qui est autre chose. Par contre, que BFM ou l'équipe, tiens, on parlait de l'équipe dise, est-ce que Zinedine Zidane, c'est bien qu'il soit entraîneur du Real, et 95% des gens disent oui. Bon, ils disent oui. Bon, voilà. Et alors, donc c'est pas un drame. Ça porterait moins à conséquence. Ou alors ça révèle parfois des opinions différentes, je pense. Moi, ce qui m'intéresse... Dans ces questions-là, on a parfois, je pense aux choses que fait M6 de temps en temps, qu'on voit apparaître comme ça. Ces questions-là où on a des résultats qui sont absolument à rebours par moment des sondages sortis une semaine plus tôt. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Sur les questions, mais c'est l'opinion délibérée de gens qui ne sont pas sondés. Ils se déclarent eux-mêmes comme donneurs d'informations, on va dire ça comme ça. Ils sont beaucoup plus nombreux. Parce qu'un sondage, en gros, ça se situe aux alentours de 988 à 1003 personnes. C'est à peu près ça l'intervalle. Le panel mais ce sont des gens d'opinion. Quand les lecteurs du Figaro répondent, c'est une opinion des lecteurs de droite, a priori, on peut le penser, qui vient dire, voilà ce que je pense de Madame Taubira, c'est bien qu'elle soit barrée, etc. Quoi. Donc, mais ça donne un reflet, pour moi, du lectorat, du journal ou de la chaîne, pour prendre ton exemple d'M6, voilà ce qu'ils pensent. Mais ça n'a pas une vocation scientifique. Ce qui est gênant dans l'affaire, c'est des sondages de BVA, de Doxa, de l'IFOP, de l'Ipsos et compagnie, c'est qu'il y a une prétention scientifique. Et on nous dit, par exemple, les Français, je prends un exemple caricatural, les Français sont opposés à la sortie de l'euro. Aujourd'hui, il semblerait que 36% des Français soient favorables à la sortie de l'euro et 64% mécaniquement y soient opposés. Oui, mais j'en suis pas sûr. C'est-à-dire que j'arrive pas à être certain que l'opinion développée soit réelle. Je me dis, bon, tout dépend comment la question a été posée, quoi, quelle manip il y a eu derrière. Donc, un peu de vigilance sur ces sondages qui quand même manipulent l'opinion. On l'a eu emblématiquement sur le mariage pour tous aussi. Ça a été, les Français sont très généreux. Donc il y a un tir d'artillerie sondagier et je trouve légitime que la représentation nationale, pour peu qu'elle le soit, se penche un peu sur la question parce que c'est pas... Là, c'est quasiment orwellien, cette histoire. D'accord. Tiens, en parlant d'Orwell, le monde d'Orwell cachait l'information, ou alors la minorait, ou l'ignorait, pour le bien de la société. On en est là aussi, aujourd'hui. Tu as à cœur, je le sais, à chacune de nos émissions de parler de la Grèce. Oui. Là aussi. Oui, alors la Grèce, un petit mot sur la Grèce parce que. Et on pourra parler de l'Espagne tout à l'heure. Oui, on parlera et on envahira juste après sur l'Espagne. Un petit mot, oui, sur la Grèce. Ils ont été obligés d'en parler là. Ils n'ont pas eu le choix parce que c'était il y a quelques jours l'anniversaire de la victoire d'Alexis Tsipras le 25 janvier 2015. Et donc ils ont été obligés de faire des dossiers. Quand je dis il, je pense en particulier à un gros dossier dans le Figaro, bizarrement très peu dans Libération, ce qui prouve qu'il y a quand même une petite gêne, on va dire ça comme ça, pour être gentil, et pas grand-chose non plus dans Le Monde. Le Figaro a eu cette honnêteté que je lui reconnais de dire que même si c'était mal titré, enfin bon, ça c'est le débat, qu'aucun des problèmes grecs n'avait été résolu depuis un an, non seulement depuis le 25 janvier, mais aussi depuis la trahison de Tsipras du mois de juillet. Le produit intérieur brut grec a reculé de 7%, là, en 2015, après avoir déjà sombré de quelques dizaines de pourcents sur les années écoulées. Et donc là, ils ont été obligés de dire que pour l'instant, les réquisitoires, des mémorandats
1, 2, 3 et de la Troïka, c'était avéré nul et non avenu. Là, ils sont en train de faire passer une réforme des retraites grecques, comme quoi pour ce qu'il en reste, hein, d'ailleurs, des retraites. Pour ce qu'il en reste, ceux qui ne sont pas encore ou morts, ou suicidés, ou exilés, c'est une catastrophe totale. Et là, je lisais, parce que quand même Libé, de temps en temps, fait son travail, un reportage, un bref reportage, mais un reportage tout de même, d'un correspondant de Libé en Grèce, sur l'île de Lesbos, et qui disait... au niveau des migrants, puisqu'il ne faut pas oublier non plus cette dimension-là de la Grèce, qui est le premier sas d'accueil, on va dire ça comme ça, de nos amis réfugiés, migrants, on ne sait plus trop quoi dire. Nous n'avons plus assez de sacs pour emballer les morts. Donc, ce pays est exsangue économiquement, se suicide démographiquement, et envahi humainement, dans l'indifférence générale. Et ce qui m'effraie, c'est que le Figaro peut titrer sur notre ami Juncker qui dit on va virer la Grèce de l'espace Schengen. Enfin, on est dans l'absurdie, quoi, dans l'absurdie totale. Donc voilà, c'était mon petit mot sur la Grèce, qui va embrayer sur mon petit mot sur l'Espagne. C'est vrai que la fois dernière, on avait parlé des élections espagnoles qui se tenaient quelques jours plus tard. Donc, je m'excuse d'ailleurs, je vais dire Ciudadanos, c'est Ciudadanos. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'Espagne, depuis donc fin décembre, n'a plus de gouvernement. Et ce qui est impressionnant, c'est que, hormis dans La Croix ce matin, personne n'en parle. Ça fait penser un peu à la crise belge à une époque oui, où ils ont eu 1 an et demi sans gouvernement. On n'en est pas là. Oui, mais même finalement, on a l'impression tout de même que ça ne dérange personne quand un pays n'est plus gouverné. Ça ne dérange personne. Et donc là, il y a des négociations entre le PSOE et Podemos d'un côté, et puis Ciudadanos et le PPP, le Parti populaire, de l'autre, qui sont vraisemblablement voués à l'échec, si j'en crois ce qu'on me raconte. Et donc l'Espagne va rester sans gouvernement en attendant de nouvelles élections. Tout ça avec le problème catalan qui reste complètement dans la nature et dont la presse française ne s'occupe absolument pas. C'est aux portes de chez nous. Enfin, je veux dire, l'Espagne, c'est la 4e économie européenne. Tout de même. Ce sont nos immédiats voisins. Voilà. Donc, mais je pourrais... Ça fait écho, on en parlait d'ailleurs un peu avant cette émission, ça fait écho aux gigantesques manifestations de l'année dernière, qu'on a fortuitement appris avec quelques jours, voire semaines de retard, via Novo Presse, via De Souche, via un certain nombre de médias de l'information chez nous, ou à l'extrême gauche d'ailleurs, qui avait été en France pratiquement la seule aussi à relayer, puisqu'elle avait des troupes dans la rue, hein. Ils avaient leurs camarades face aux forces de l'ordre de l'État espagnol. On avait été alors absolument ahuris de voir qu'il y avait des manifestations quasi de même ampleur que celles de la Manif pour tous en termes de population, 1 million de personnes dans Madrid, des affrontements toute une nuit, énormément de casses, énormément d'arrestations. Et on apprend ça avec un effet retard de 2-3 semaines. Oui, tout à fait. Et la presse ne le traite pas, pratiquement. Oui, ne le traite pas. Je pense que sur certains sujets... Alors, je mets de côté l'affaire de Cologne qu'on a évoquée longuement avant, mais sur certains sujets, la presse française, en ce moment, a une gêne. Elle a une gêne sur la situation espagnole, parce que... Le Monde pourrait très bien, ou Libération pourrait très bien monter au front en défendant Podemos... Voilà, comme ils l'ont fait. Mais il y a eu l'exemple Syriza entre-temps. Oui, mais ils se sont brûlés les doigts avec Syriza. Voilà, ils se sont brûlés les doigts avec Syriza, donc ils sont un peu emmerdés. Et je ressens une gêne pour d'autres raisons sur un autre sujet qu'on va évoquer, qui sont les élections américaines. Alors là, je suis étonné. Enfin, les élections américaines, c'est il y a 6 mois, le duel promis
entre Hillary Clinton et Jeb Bush. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout le monde nous l'annonce. Ils avaient été tous les deux satellisés pour la prochaine élection. Tout à fait. C'était les héritiers. Grande logique américaine de dynastie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le camp républicain, il y a un ovni. Ça, je suis d'accord avec la presse pour le coup. Il y a un ovni qui est Donald Trump, qui est en face de Ted Cruz, qui est le chef du Tea Party. Pas exactement la gauche du Parti républicain, on peut l'appeler la gauche. Quoi. Sûr, hein. Et puis de l'autre côté, la voie a été tracée pour Hillary Clinton, et on voit sortir un autre ovni, qui est Bernie Sanders, qui se définit lui-même comme socialiste, qui aux États-Unis est totalement surréaliste. Alors, ce qui devrait être surréaliste aux États-Unis, mais ça démontre aussi l'évolution de la société américaine, et ça devrait d'ailleurs intéresser la presse française. Ça devrait intéresser. Un type qui se revendique socialiste et qui arrive à être très haut dans les sondages et qui en plus arrive à avoir un écho populaire, c'est quand même une grande première aux États-Unis. Je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis les années 20, fin des années 20, quand il y avait, avec la crise économique, où des candidats sociaux avaient pu émerger, notamment dans les élections sénatoriales. Oui, même d'une certaine façon, Roosevelt à sa façon. Oui, voilà. Encore. Non, tout ça pour dire que la presse française, sur ce sujet-là, est extrêmement emmerdée. Alors, elle cogne sur Donald Trump, parce que... Le Pen américain. Parce que voilà, le Pen américain, etc. Bon. Sur l'imbécilité de ses partisans, sur le caractère... le soutien de Sarah Palin, etc. Et sûr. puis, de l'autre côté, elle se retrouve avec un Bernie Sanders qui est ils savent pas d'où ils ont un problème de culture, c'est-à-dire qu'ils savent pas d'où il sort. C'était pas prévu comme ça, quoi. Donc du coup, on a des articles nullissimes, insipides, parce que les fiches qui avaient été mises au frais en attendant la présidentielle sont complètement obsolètes. Maintenant, elles ne servent à rien. Elles servent plus à rien. Le débat est redéfini totalement. Moi, je suis assez estomaqué parce que on ressort Ulysse Gosset. Spécialiste des États-Unis, de la Russie, de tout. Spécialiste de tout ce qu'on lui dit de dire. Et là, on va avoir donc les premiers caucus dans l'Iowa, là, le 1er février. Et tout le monde disait, Donald Trump, il va se faire... pulvérisé, etc. Parce que les gens qui sont pour lui, en fait, ils iront pas voter. Enfin, en gros, c'était en gros ça, quoi. Et là, les derniers sondages. Alors, les sondages américains, je me méfie parce que ça n'a jamais été un pays avec des sondages exceptionnels. Gallup, c'est pas vraiment le meilleur. Mais là, on voit bien quand même que il a toute chance de gagner l'Iowa, voire le New Hampshire, quoi. Et qu'est-ce que la presse française va raconter? Elle va se retrouver face à un mec qu'elle méprise totalement. À tort ou à raison, parce que je ne suis pas là pour défendre Donald Trump, mais elle risque de ne pas comprendre. Parce que tout simplement, dans la presse française, il n'y a plus de spécialistes réels de la politique américaine, telle qu'on a pu le connaître à une époque. Bon ou pas bon, peu importe. Ils étaient au moins compétents. Il y avait on va dire, un travail de longue durée chez ces 10 spécialistes ou journalistes qui étaient spécialistes des États-Unis, qui permettait d'anticiper. Tout à fait. Ce que nous, on a pu faire de manière un peu, je dirais, empirique. C'est-à-dire qu'on n'est pas étonné, ni toi, ni moi, ni d'autres, d'ailleurs, de voir émerger des candidats de droite dure, plus isolationnistes que Obama. C'est-à-dire, on sait très bien qu'aux États-Unis, il y a une volonté d'arrêter dans la population, de beaucoup de gens d'arrêter de régenter les affaires du monde, parce que les États-Unis vont bien, enfin pas trop mal. Le discours de l'Union a bien démontré quand même qu'avec moins de 5% de chômeurs, une croissance qui est là, les États-Unis vont pas trop mal alors que le monde se casse la figure. Et elle n'a jamais disparu, cette tendance isolationniste, ou en tout cas de retrait. Et là, par contre, elle émerge via plusieurs candidats. Et même Sanders, quelque part, il est aussi sur America First, les droits sociaux des Américains, etc. Il est un peu sur un repli intérieur. Et là, ils ne savent plus quoi faire, plus quoi dire. Et ils n'ont pas le logiciel pour analyser la sociologie américaine qui est quand même quelque chose une chose à laquelle on peut accéder avec un minimum de travail, quand même. J'ai eu le même sentiment sur le traitement de cette affaire gravissime du Michigan, de la ville de Flint, où donc 28 000 personnes ont été contaminées par l'eau et le plomb. Enfin, voilà.
Et j'ai senti, à la fois sur les médias radio ou les médias écrits, mais peut-être encore plus à la radio, quand même un malaise à traiter ce sujet. En gros, c'est pas dans nos codes. On comprend pas que la première puissance mondiale puisse laisser une population afro-américaine, là pour le coup, noire, dans une telle déshérence, ils s'en foutent, mais alors complètement, quoi. Donc, en plus avec le fameux président noir, etc. Machin. Donc j'avoue que... Ah, ça vient abîmer le prix Nobel de la paix. Hein. Oui, voilà, le prix Nobel de la paix. C'était mieux quand c'était Bush avec la Nouvelle-Orléans, oui. Qui ne s'est pas déplacé, qui n'avait pas envoyé de secours outre mesure. Là, on a dit, ouais, c'est normal, c'est le WASP qui oui, c'est le WASP qui en a rien à foutre. Mais là, au sud profond, là non, pas du tout. Là, déjà, on n'est pas dans le sud profond. Non, pas dans le sud profond. Voilà. Et puis, on est dans la ville de Michael Moore, qui a déjà été mise sous le bois, enfin, sous sa caméra sociale. Hein. Il avait pas mal travaillé. Voilà. Donc, là, c'est vrai qu'il y a une gêne. Il y a une gêne, une incompétence, une incompréhension et une désillusion aussi de l'Obamania et puis de cette espèce de parti démocrate qui aurait fait le bien absolu aux États-Unis d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui est complètement fou. On oublie ces échelons de capture aux États-Unis où chacun a sa strate de compétences. Ce qui est du ressort d'une ville dans un État. Obama n'a pas vocation à intervenir tous les matins comme le président français se déplace dès qu'il y a un bus qui se retourne. Quoi. Oui, voilà. Oui. C'est pas du tout la mentalité américaine. On n'est pas là-dedans. Ouais. C'est pas pareil. Mais encore une fois, on est sur une incompétence journalistique en France qui est oui, c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est que sur un truc comme ça, il y a vraiment matière à écrire sur la société américaine, sur l'état des lieux aux États-Unis, expliquer pourquoi il y a 100 millions de personnes qui ont des tickets de Resto du Cœur, par exemple. Tu vois, c'est pas sur une population de 320 millions, c'est pas neutre, quoi. Et pourquoi, malgré tout, on nous raconte qu'il y a 5,9% de taux de chômage. Donc, toute la complexité de la société américaine, qui est réelle. D'autant que notre société a une grosse tendance, nos sociétés européennes ont une grosse tendance à se rapprocher du mode de fonctionnement économique de la société américaine. Hein. Le TAFTA n'est pas loin non plus. Hein. On a une mise en conformité et qu'on connaîtra, et on connaît déjà certains des problèmes de la société américaine. Oui, alors c'est ça qui me gêne, parce que du coup, tu as la moindre tempête de neige. Ah oui, à Washington, alors là... À Washington, là, tu as tous les reporters qui sont à Washington ou à New York pour voir 30 cm ou 100 cm de neige. Mais dès que tu as un problème de cette nature, qui est quand même grave, un problème sanitaire, il n'y a plus personne. Non. Donc, ou même, pour revenir sur Trump, parce que moi, c'est... Bon, sans faire de focale sur Trump, c'est un phénomène américain très intéressant sur ce que... Ça dit énormément de choses. Son succès... au lieu d'être analysé, décortiqué avec un peu de sociologie, avec un travail de fond, il est raillé. J'appelle pas ça de l'analyse journalistique. Il n'y a pas de travail journalistique. Il y a juste, on insulte Trump pour son côté excessif au lieu de chercher à comprendre pourquoi il a un succès qui ne reste pas qu'un succès de façade. Non, parce qu'il y a des milliers de personnes dans les meetings, comme d'ailleurs dans le meeting de Bernie Sanders. Oui, bien sûr. C'est pas il y a des appels d'air là dont il faut saisir l'importance. Et ça, c'est pas fait. Tu le retrouves pas. Et tu le retrouves même pas. Je lisais ce matin. Parce que des fois, il faut que je me force un peu. Je lisais l'Humanité. Oula, oui, il faut. Dès le matin, enfin un petit peu plus tard quand même. Oui, quand même. Parce que là, mais je ne vois. L'Humanité, c'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, à une époque, l'UMA, c'est mon ami, on va dire, mon vieil ami Jean-Gilles Malirakis qui disait qu'il fallait absolument lire l'Humanité parce que dedans il y avait des nouvelles qu'il n'y avait pas ailleurs, et il avait certainement raison. Moi, je pouvais pas, donc voilà, je suis psychorigide là-dessus. Et aujourd'hui, je me dis bon, allez quand même, il faut quand même que je regarde, et il y a rien. Tu vois, sur le phénomène Bernie Sanders, par exemple, dans la presse communiste, ce qu'il en reste, il devrait s'interroger sur ce qui se passe dans les mouvements sociaux américains. C'est quand même pas neutre, quoi. Et
Rien. La seconde gauche américaine, la gauche non institutionnelle, qui est pas... Oui, il y a quand même une culture. Tu as eu un parti communiste américain à une époque. Toute la façade est des États-Unis a été traversée par ces courants sociaux de gauche. Il n'y a rien. Ils ne disent rien. Bon, je crois qu'ils n'ont plus les moyens, de toute façon. Donc, Intellectuels, financiers et humains. On arrive sur la fin de cette émission. Oui, j'ai des coups de cœur. Quelques petits, voilà. Ouais, j'ai des coups de cœur. Alors, je te le disais tout à l'heure, j'ai un coup de cœur pour pas un titre, mais un sous-titre d'éléments qui est en kiosque, qui est consacré au magazine féminin et qui est vraiment un titre que j'aurais bien aimé trouver tout seul, parce qu'il est tellement simple qui s'appelle, au sujet des magazines féminins, pourquoi prennent-ils les femmes pour des connes? Et je trouve que c'est quand même extrêmement bien résumé. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la presse féminine, mais... C'est pas facile quand même de le devenir. Hein. Il faut d'abord la lire, hein. Sérieusement. C'est pas facile. Mais honnêtement, quand je vois comme tout le monde, je jette un coup d'œil, soit sur celui de mes filles, soit sur celui de ma femme, quand elle en achète, c'est quand même franchement nul, quoi. Madame Figaro. Madame Figaro. Madame Figaro. Il n'y a rien. Oui, voilà, il n'y a rien. C'est des pièges à pub, point barre. Voilà. 96 pages, pas. Il n'y a rien à en retirer. L'information de bout en bout. Et donc voilà, donc je voulais avoir un coup de cœur pour ce sous-titre parce que j'aurais bien aimé le trouver tout seul. J'avais un deuxième coup de cœur qui n'est pas de presse, mais je t'en parlerai juste avant, pour une vidéo que j'ai vue, que je suis en train de regarder d'Alain Escada. Alors, Alain Escada, enfin moi je ne suis pas particulièrement catholique, je le précise tout de suite, mais il a fait une vidéo là sur le mouvement Rex en Belgique, entre 1924, on va dire ça comme ça, juste avant la guerre. Il ne pollue pas l'affaire par les engagements de Léon Degrelle dans la Deuxième Guerre mondiale, donc il reste vraiment sur le mouvement social belge. Politique sociale. Et même si je ne suis pas catholique, j'ai été très, j'ai appris des choses. J'ai été très touché par ce qu'il dit, par ce qu'il montre. Voilà, donc je voulais le dire si les auditeurs... Où est-ce qu'on peut le trouver Écoute, moi je l'ai trouvé sur YouTube. Je pense qu'il suffit de taper Rex Alain Escada. Voilà, donc je suis tombé totalement par hasard dessus. Je crois que le groupe qui l'a mis en ligne pour que ça m'arrive, c'était Reconquête française. Voilà. Donc, voilà. Je dis ça parce que je ne m'y attendais pas du tout et que bon, c'est bien aussi d'avoir des coups de cœur. Et puis un dernier coup de cœur, je l'ai déjà dit la première fois, mais je pense que tous les auditeurs de Méridien Zéro seront d'accord avec moi, et s'ils ne le savent pas, je leur enseigne vivement d'y aller, c'est vraiment d'aller faire un tour régulier sur la revue de presse de Pierre Jovanovic. Alors je dis ça parce que Pierre Jovanovic, moi je ne suis pas un fan des Anges Gardiens, donc là-dessus je laisse ça de côté. Là je laisse simplement... ce qui m'intéresse dans son analyse, c'est qu'il arrive à faire, à mon avis, le bon lien, la bonne synthèse entre la micro et la macro. C'est-à-dire qu'en microéconomie, il s'attache à reprendre dossier par dossier, soit des problématiques de licenciement, soit des problématiques de disparition de hedge funds, etc. Ça, je trouve que c'est bien. Et il arrive à faire le lien avec les problématiques macroéconomiques. On n'est pas forcé d'être d'accord avec lui. Mais là, on ne parlait pas de suivisme, on parlait d'intérêt de l'analyse. Voilà, c'est l'intérêt de l'analyse. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il dit par exemple un truc, depuis longtemps, c'est pas nouveau, sur la désertification des commerces en centre-ville. Que tout le monde peut mesurer. Voilà, et que tout le monde peut mesurer, et qui aujourd'hui s'impose même dans la presse mainstream. C'est-à-dire qu'on commence à voir dans la presse régionale des articles assez inquiets sur ce sujet. Alors qu'avant, personne n'en parlait, et c'est pour ça que j'aime bien le travail qu'il fait, même s'il est ardu et que parfois
parfois, effectivement, il me fait sourire sur ces anges ou le fait que François Hollande ne finira pas son mandat de 2017. Peu importe, il apporte des informations qui alimentent le lien entre la macroéconomie et la micro, et ça j'aime bien. Voilà. Très intéressant, et qu'on peut... information qu'on peut relier aussi aux travaux que fait Michel Drac, qui les met en vidéo en ce moment. Tout à fait. Il y a des vidéos très intéressantes. Oui, alors là, tu prêches. Tu prêches un convaincu. La chute, enfin l'effondrement de l'État français, la conception de l'État. Alors là, vraiment, je conseille à tous ceux qui peuvent le faire d'aller voir les vidéos ou analyses qui sont faites sur son dernier livre Triangulation, parce que là, c'est vraiment c'est du très très bon niveau. Mais voilà. Pour Michel Drac, c'est le top, quoi. Ça fait du bien. Oui, bon, on en a fini, ou tu avais encore une ou deux choses à dire Non. Un titre de presse à surveiller, quelque chose à voir d'ici notre prochaine émission moi, ce que je conseille, compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer, je conseille de jeter un coup d'œil, bien sûr, sur les élections américaines. Donc les premières élections primaires qui vont avoir lieu aux États-Unis, parce que entre les sondages, les opinions diverses et variées, et la réalité des électeurs républicains démocrates, il y a forcément à un moment ou l'autre une différence. Donc vraiment, je pense que même si c'est pas notre culture, enfin moi c'est pas ma culture, je suis pas un fan. Oui, on peut pas faire l'impasse. On peut pas faire l'impasse quand même sur ce sujet-là. De ceux et de celui qui va devenir le gérant de la première puissance mondiale actuelle. Tout à fait. Et la Chine, si on veut bien. Dans un autre registre, et pour prolonger ce qu'on disait très rapidement tout à l'heure, moi je suis ravi que Christiane Taubira quitte. Ce gouvernement, je ne sais même pas si c'est le terme. Mais j'alerte vraiment nos auditeurs qui en seraient ravis de bien scruter celui qui va arriver. Oui. Le père Hervoas. Et j'alerte parce que... C'est du dur. Oui, c'est du dur. Et j'alerte parce que je mets ça aussi en lien avec... les propos tenus par Manuel Valls sur le fait que l'état d'urgence durera tant qu'on n'aura pas battu Daesh, ce qui vraiment peut inquiéter tous les gens sur le respect des libertés. Voilà, on est sur une espèce de guerre sans fin, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans mes chroniques à plusieurs reprises, guerre sans fin, qui n'est pas une guerre d'ailleurs, parce qu'on ne la fait pas vraiment, mais on est dans un état de guerre qui normalise l'état d'urgence pour le rendre indispensable. On prend toujours l'exemple dur de Vigipirate, ça fait plus de 23 ans, je ne sais plus combien on en est. Vigipirate, c'est ridicule. On ne sait plus du tout à quoi ça sert. On ne sait pas, même si c'est à un moment ça servait à quelque chose. Bon, là maintenant on va nous dire que ça sert beaucoup, mais oui, parce on que est sur des coups d'État. Enfin, est-ce qu'on peut parler de coups d'État ou de transformation des pouvoirs sur lesquels il va falloir être très vigilant dans l'évolution. Oui, parce que y a un piège là. Je pense, et là je demande aux personnes de regarder ce qui va se dire et s'écrire sur les médias divers et variés, parce que admettons par exemple que une opposition dise que non, décidément on peut pas continuer comme ça avec l'état d'urgence, et que quelques semaines plus tard, comme par hasard, il y a un attentat qui arrive. C'est extrêmement difficile comme décision à prendre. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un piège qui fait que les oppositions vont être un peu coincées dans ce débat, et que c'est à peu près le but du jeu. Donc voilà. Et ça génère d'ailleurs un autre comportement qui est celui de la tentation à aller encore plus loin, parce que finalement on ne peut pas reculer, donc autant avancer. Oui, tout à fait. Autant avancer, autant travailler encore au rognage, pour ne pas dire à l'abrogation de certaines libertés, et à une transformation de l'espace d'expression individuelle et collectif. Oui. Avec d'ailleurs tous les scénarios, y compris les plus délirants à la clé. Bon.
Bon, on va être vigilant parce que tout ça va être voté. Oui. Tout ça va être débattu. Tout ça se passe au mois de février. Voilà. Donc, on va peut-être pouvoir enfin sortir du mois et demi de débat sur la déchéance de nationalité quand même. Hein. C'est épuisant de débattre sur des trucs débiles, ou en tout cas de n'avoir que ça dans la presse. Bon, cher Julien, merci beaucoup pour cette émission, une fois de plus dense, éclectique, qui nous a plongé dans des univers, des rédactions et des thématiques différentes. On se dit rendez-vous au mois prochain. Hein, j'ai le droit de dire une dernière chose. Oui, pas de souci. Ah oui, dans le genre guerre qui n'existe pas, il y a une guerre, elle est totalement passée sous silence, c'est la guerre au Yémen. Oui, je vous rappelle. Voilà un non-traitement médiatique gigantesque. Alors là, c'est la totale. La guerre, parce que c'est une guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et personne n'en parle, quoi. C'est totalement impressionnant. On préfère nous parler des 36 Rafales vendus, pas vendus à l'Inde, et sur la guerre qui ravage le Yémen, rien. Ou des dégâts que font les bombardements russes, alors que les bombardements saoudiens sur le Yémen font à peu près 10 fois plus de morts. Tout à fait. Très honnête. Hein. La coalition qu'il a, il y a une coalition de 10 pays arabes pour contrer les rebelles, comment s'appelle-t-il, les rebelles chiites yéménites, dont j'ai plus le nom. Moi non plus, j'ai plus le nom, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Là, c'est vrai que ça passe complètement en dessous. Alors, totalement inaperçu. Voilà. On pourra relier ça peut-être à l'influence de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale. Et sur notre commerce international. Voilà. Hein. Bon, on va suivre ça, on y reviendra. Oui, s'il se passe quelque chose au Yémen. Il y a un intérêt là-dessus. Bien, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission Revue et Corrigée, présentée par le lieutenant Storm et Julien. Nous reviendrons le mois prochain avec, là encore, des tas de sujets à vous proposer, parce que l'actualité nous gâte, hélas, hein, pour notre plus grand malheur parfois, mais elle nous gâte et la presse n'a pas fini de nous démontrer encore sa capacité ou son incapacité à générer, je dirais, de l'analyse. Sur ce, excellente soirée et à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Funny. What is, dear? We've been married for more than a month. It's a terribly long time. I never noticed your ears before.